Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera consacrée à la présentation et au déballage du DJI Osmo Pocket. C'est un produit qui est commercialisé depuis quelques jours à peine, j'ai pu m'en servir pendant environ une dizaine de jours. Si vous êtes abonné à ma page, vous avez pu voir que j'avais testé à l'époque le DJI Osmo Mobile en version 2, une version très agressive en termes de placement tarifaire. Ici, on est vraiment dans la miniaturisation au maximum des composants, on a un produit très atypique de par son placement en termes de dimensionnement. Et également un placement tarifaire assez unique, c'est vraiment le seul produit qu'il y a sur ce marché-là, il est un peu tout seul. C'est vraiment un produit qui est intéressant par plusieurs aspects, néanmoins j'ai été déçu pour plusieurs raisons que je vais vous énumérer tout au long de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à poser vos questions dans les commentaires, j'y réponds généralement très rapidement. On se retrouve tout de suite pour le déballage et la présentation du DJI Osmo Pocket. Alors le DJI Osmo Pocket c'est quoi? C'est une caméra gyrostabilisée autonome. Alors j'ai été un peu déçu parce qu'elle n'est pas tellement autonome que ça. Déjà au premier démarrage il vous faut impérativement un smartphone qui soit équipé d'une connexion Lightning, donc un iPhone ou un produit iPad, ou alors une connexion USB type C, donc un smartphone assez récent. Déjà pour son lancement, pour sa première mise à jour, pour son premier enregistrement sur le site de DJI, il vous faut déjà ce genre de connexion. Ça m'a un peu déçu dans le sens où lors de la réalisation et de la réception de ce produit, j'avais un Samsung J6 en test et du coup j'étais en micro USB et je n'ai pas pu le connecter. Ça m'a un petit peu déçu parce que déjà ça vire une grosse partie des clients potentiels et je trouve ça très fermé en fait, ça donne une impression un peu d'exclusion des autres consommateurs qui n'ont pas de smartphone plus récent. D'autant plus que visiblement il n'y a pas d'adaptateur fourni ou disponible sur le site de DJI. Cette caméra est vendue aux alentours de 350-360 €, donc c'est un placement tarifaire assez intéressant, néanmoins elle n'a pas de concurrent. Les GoPro, les GoPro Hero, etc. ont un système qui est complètement différent, là c'est vraiment une stabilisation avec des moteurs brushless, directement sur la nacelle, comme on va le voir juste après, sachant qu'une GoPro, elle, utilise une stabilisation optique et numérique directement à l'intérieur du boîtier. Donc c'est un produit qui est tout seul sur son marché et qui est assez novateur de par justement ses caractéristiques en termes de stabilisation et de fonctionnement. Le coffret est plutôt sympa, très compact. Franchement, quand je l'ai réceptionné, j'ai été vraiment surpris par la taille de l'objet. Alors ça montre bien le petit design et la miniaturisation des composants a été vraiment poussée au maximum. Le coffret est assez sympa, ça fait assez qualitatif, on pourrait clairement vendre ce genre de produit dans un Apple Store. Sur le coffret en lui-même, pas d'informations particulières, on voit simplement une petite représentation du produit. Alors ce n'est pas à l'échelle 1.1, il est un petit peu plus grand. Au dos, on retrouve quelques informations, on voit directement qu'il est compatible uniquement avec les connexions Lightning ou USB type C. Donc là, ça vous exclut directement si vous avez un produit qui n'est pas équipé de ces deux connexions. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a encore des smartphones type Oppo R15, etc., qui sont des smartphones récents, mais qui tournent encore avec une connexion en USB, micro USB. Donc ça ne fonctionnera pas et c'est un peu dommage. Et bien sûr, sur le bas de la boîte, le petit QR code pour télécharger l'application sans laquelle vous ne pourrez rien faire, l'application DJI Mimo. Cette application vous permettra non seulement de gérer un petit peu les réglages et les paramétrages de l'appareil, mais également de gérer la mise à jour, le transfert de données, le transfert de fichiers, etc. C'est vraiment une application complète et qui est nécessaire à la bonne utilisation de votre produit. À l'ouverture, on tombe directement sur le produit, donc vous avez déjà son étui qui est assez sympa parce que ça permet de le ranger, de le protéger, d'autant plus que depuis la dernière mise à jour qui a été faite, je l'ai faite avant-hier il me semble, le gyroscope se met directement en place pour rentrer parfaitement dans la pochette. Pendant à peu près une dizaine de secondes, les moteurs brushless se bloquent pour se mettre dans la position parfaite afin de le ranger rapidement. Et ensuite, la tension se coupe et du coup, ils sont à nouveau libres. Et c'est assez sympa, sachant qu'avant la mise à jour, il fallait toujours réfléchir pour trouver la position pour le ranger dans sa pochette. Là, ça n'est plus le cas. Ils ont vraiment eu l'intelligence de faire ce petit paramétrage lors de la nouvelle mise à jour. On retrouve donc directement l'étui, assez qualitatif, en plastique dur. C'est un produit assez solide, assez résistant, avec une petite lanière pour éviter qu'il ne se barre lorsque vous le trimballez. C'est assez sympa. Comme je l'ai expliqué, la caméra se met directement dans la bonne position pour se ranger correctement dans la boîte, et ça c'est vraiment un paramétrage intelligent. Dans la boîte, on retrouve directement un petit guide de démarrage rapide. Alors bien sûr, vous avez un chapitre en français, c'est déjà intelligent de l'avoir fait. Ça vous permet quand même de comprendre rapidement comment se servir du produit à son démarrage, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas autonome dès son premier démarrage. Il faut directement le synchroniser sur le serveur de DJI pour l'enregistrer, probablement faire une mise à jour, et tout ça nécessite une connexion physique avec un smartphone. C'est ce qui m'a un peu déçu. Ça casse un petit peu le côté autonome du produit, et tout est expliqué dans ce petit manuel.
Ensuite, on trouve bien évidemment un petit manuel sur les garanties du produit, alors ça on va pas s'étendre dessus, néanmoins il est présent directement dans le coffret. Vous avez également droit à une lanière pour un tour de poignet finalement pour simplement le tenir et avoir une garantie qu'il ne tombe pas lors de l'utilisation, ce qui est toujours appréciable. Vous avez également droit à un câble, donc là c'est un câble en USB type C, donc la dernière génération des connectiques. Il est assez court, donc si vous voulez le charger, il faudra être très proche de la prise. Ça c'est un peu gênant parce que ça bride directement son utilisation ou même son paramétrage lors de la charge, il faut vraiment être collé à la prise murale. Et ensuite vous avez droit à ces deux connecteurs, donc un connecteur Lightning pour tous les appareils iPhone, iPad, et un connecteur en USB type C pour tous les smartphones Android et tablettes récentes. Les connecteurs sont assez intelligents, ils s'installent assez bien et sont assez bien fermement maintenus une fois qu'ils sont en place. Il suffit de retirer ce petit tiroir plastique que je vais vous montrer juste après pour les insérer. C'est assez intelligent, assez rapide, néanmoins il aurait été peut-être préférable de pouvoir mettre un espèce de système avec rotule pour pouvoir tourner légèrement le smartphone lors de l'utilisation. Parce qu'une fois que vous installez cette prise sur le DJI, votre smartphone en fait est directement parallèle à l'axe de la caméra et ça vous empêche un petit peu d'avoir vraiment une orientation parfaite pour la lisibilité de l'écran. Et comme je l'ai expliqué, du coup cette petite pochette en plastique rigide avec une feutrine à l'intérieur qui est assez résistante et assez solide. Rentrons à présent dans le cœur du sujet, voici la caméra, alors elle est vraiment miniature, honnêtement je l'ai présentée à plusieurs de mes amis, tout le monde a été un peu choqué par la taille du produit, c'est vraiment marrant, ça fait vraiment futuriste pour le coup. Il est vraiment tout petit, si je le compare à un smartphone équipé d'un écran d'à peu près 5,5 pouces, c'est vraiment un tout petit produit, donc encombrement minimum, prise en main vraiment parfaite. Et aussi surprenant que ce soit, l'écran, malgré sa petite taille, est vraiment fonctionnel, le tactile fonctionne très bien, et on a vraiment une bonne lisibilité des informations et des visualisations des photos et des vidéos. Sur le côté, vous trouvez un emplacement pour mettre une carte micro SD. Alors attention, il n'y en a pas d'origine et il n'y a aucune mémoire interne, donc ça c'est aussi un point qui m'a un peu déçu. J'ai réceptionné ce produit, je voulais faire quelques photos et quelques vidéos, et bien non, il n'y a aucune mémoire à l'intérieur du produit. Vous êtes absolument obligé de mettre une carte micro SD. Ici, on retrouve l'emplacement pour mettre les connecteurs Lightning et connecteurs USB type C. Il suffit de retirer ce petit morceau de plastique qui s'enlève assez bien. C'est assez sympa, le système est assez ingénieux, je dois dire. Ensuite, sur le haut de l'appareil, on retrouve la nacelle qui est gyrostabilisée avec des moteurs brushless. Donc là, pas de souci à la faire fonctionner ou à la faire bouger quand elle est désactivée. Même quand celui-ci est sous tension, c'est moins craignos qu'à l'époque avec les premières versions des Osmo et Osmo Mobile qui avaient tendance à bugger dès que vous les touchez lors de l'utilisation. Là, on a vraiment une amélioration de la gestion des moteurs qui est assez intéressante. Sur la tranche opposée, il n'y a strictement rien. Le boîtier est plutôt joli, c'est designé de manière plutôt minimaliste et c'est plutôt réussi. Et au dos, on retrouve simplement le petit logo DJI sur le bas du boîtier. Enfin, sur la face avant, on retrouve le petit bouton pour faire soit pour faire la prise de vidéo ou la prise de photo, le bouton Power qui permet également de basculer en mode selfie en appuyant 3 fois dessus, ou de recentrer la nacelle en appuyant 2 fois dessus à la suite, c'est assez ingénieux. Et enfin on retrouve le petit écran qui est assez lisible et assez amusant, on va le voir tout de suite. Et enfin sur le dessus on retrouve bien sûr le capteur photo, donc c'est un capteur de 12 mégapixels qui permet de filmer en 4K à 60 images secondes avec un débit de 100 mégabits, donc des vidéos beaucoup plus riches que sur la dernière GoPro Hero qui stagne entre 60 et 70 mégabits. Là on a beaucoup plus d'informations dans la vidéo. Néanmoins, j'aurais été agréablement surpris d'y trouver un capteur au format 1 pouce. Là, on est dans un capteur beaucoup plus petit. Avec une ouverture à f2, honnêtement, en termes de photographie, il n'y a vraiment aucun intérêt par rapport à un très bon smartphone photo, comme peuvent l'être un Huawei Mate 20 ou un Mate 20 Pro. Là, il n'y a vraiment pas d'avantage en termes de photographie entre ce produit et un très bon smartphone, tant en termes de dimensionnement du capteur qu'en termes de taille des photosites. C'est toujours du 1,55 micron, donc c'est vraiment des petits photosites. Très peu sensible à la lumière, par contre très sensible au bruit numérique. Donc voilà, donc si vous cherchez ce produit pour faire des belles photographies, ça n'est clairement pas la bonne solution. Comme je l'ai expliqué, il permet de filmer en 4K à 60 images secondes avec un très bon débit à 100 mégabits seconde. Il permet également de filmer bien sûr en Full HD à 60 images secondes et à 30 images secondes. Et depuis la dernière mise à jour, il peut faire des slow motion en Full HD à 120 images secondes. Alors en toute franchise, un slow motion à 120 images secondes, ça n'est pas impressionnant, c'est ni plus ni moins que ce que pouvait faire un iPhone 5S il y a ça 5 ans. Il y a pas mal de déceptions en termes de performance vidéo et photo sur ce produit. Pour la mise sous tension, rien de plus simple, il suffit d'appuyer quelques secondes sur ce petit bouton. Ensuite, il se paramètre, il se réétalonne, et la caméra se met directement en route.
Ça démarre assez rapidement, 3 à 4 secondes. Honnêtement, si vous êtes un cinéaste classique, si vous ne voulez pas faire des vidéos prises sur le vif, c'est largement suffisant en termes de réactivité. Comme vous le voyez, l'écran est vraiment petit, néanmoins il est assez lisible. Honnêtement, le tactile fonctionne plutôt bien. Il y a vraiment une interaction qui est assez marrante. Moi, j'ai été surpris au début quand j'ai vu ce petit écran. Je me suis dit, ça va pas fonctionner, ça va être illisible, ou alors le tactile va être pourri. Et finalement, non. Je suis assez surpris. Vous avez vraiment tous les paramétrages possibles, disponibles, ou presque. Après, quand vous le branchez directement à un iPhone ou un smartphone en USB type C, vous avez bien sûr plus de paramétrages, plus de profondeur dans les menus. Néanmoins, en termes de fonctionnement seul, c'est assez intéressant. Pour ce qui est de son fonctionnement, comme je vous l'ai expliqué, en appuyant 2 fois sur ce bouton, vous recentrez la nacelle. En appuyant 3 fois, il bascule en mode selfie. Voilà. Et réappuyer 3 fois, ça le fait bien sûr retourner sur la face avant de la scène de film. Pour ce qui est de la stabilisation, honnêtement, elle est plutôt intéressante. Là, vous voyez dans le cadre directement, j'ai beau bouger la caméra dans tous les sens, il reste vraiment fixé vers ma cuisine. Et c'est assez bluffant, honnêtement, en termes de stabilisation. C'est vraiment un produit qui est bluffant. C'est vraiment ce qui a été mis en avant, parce qu'on sait que DJI a une très bonne notion et une très bonne compétence en termes de gyrostabilisation. Mais à l'utilisation, c'est vraiment bluffant. En termes d'utilisation, il y a bien sûr plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez bien sûr suivre votre scène en format FPV. Alors le FPV, c'est simplement que la caméra va s'incliner en fonction de l'inclinaison du corps de la caméra. Ça permet de faire des vidéos assez marrantes, notamment en scène d'action. Il y a également le système Active Track. Donc ça, c'est vraiment le système inauguré et mis en place par DJI sur le Osmo Mobile 1 et Osmo Mobile 2, qui permet de suivre que ce soit un visage ou alors un objet. Ça marche plutôt bien dans les scènes bien éclairées. Après, sur les objets, c'est un petit peu plus brouillon. Néanmoins, ça marche super bien en mode selfie et aussi en mode comme actuellement, quand la caméra est vers la face avant. Ça suit relativement bien les visages, c'est assez amusant. Vous pouvez également faire des timelapses en mouvement. Donc là, vous lui donnez un point de départ, un point d'arrivée et une durée maximale. Et lui, il fait par exemple une photo toutes les 5 secondes pendant 10 minutes, tout en se déplaçant. Ça permet de faire une photographie assez intéressante, qui sera animé de manière assez professionnelle, on peut dire. Il y a également un système qui s'appelle le Night Shot, donc là c'est vraiment lié à la photographie. En fait, c'est un système qui prend juste une photographie avec un temps de pause super long pour avoir une photo qui ne sature pas trop en ISO et qui ne nécessite aucun trépied ou aucune forme de stabilisation, si ce n'est la stabilisation liée aux 3 moteurs intégrés. Bien sûr, lors du fonctionnement, vous avez le choix entre le fonctionnement en mode sport, donc là c'est quand vous vous déplacez à vitesse rapide, si vous suivez quelqu'un qui marche ou quelqu'un qui court, ou que vous avez tendance à descendre les escaliers pendant vos vidéos, c'est un système qui est recommandé. Néanmoins, à l'utilisation classique, vous avez un mode marche qui lui est assez sympa. Ce petit bouton sert simplement à recentrer la nacelle. Il n'existait pas en fait de raccourci via ce bouton avant la dernière mise à jour, donc il n'y avait que cette possibilité. Aujourd'hui, en appuyant 2 fois ici, vous faites le même travail qu'en appuyant sur cette touche. Néanmoins, la consultation de photos et de vidéos est assez restreinte, elle nécessite toujours de passer par un smartphone, vous ne pouvez pas les visualiser en grand ou faire des zooms, etc. Vous avez systématiquement besoin d'un smartphone et c'est ce qui me déplaît un petit peu dans ce produit qui se veut très minimaliste, très optimisé en termes de dimensionnement, mais s'il faut commencer à avoir un smartphone de 5,5 ou de 7 pouces à côté, ça perd vraiment tout son intérêt. J'aurais vraiment aimé avoir une caméra en main qui soit complètement autonome, tant dans les réglages, dans les performances, et également dans l'enregistrement avec une mémoire interne, ça aurait vraiment été beaucoup plus pertinent et beaucoup plus révolutionnaire. Néanmoins, vous avez quand même accès à quelques menus. Si vous balayez l'écran vers la gauche, vous avez bien sûr la possibilité de changer les formats des photos. Donc vous avez différents formats disponibles, c'est assez sympathique. Vous avez également la possibilité d'avoir un décompte avant la prise du cliché. Pour la partie vidéo, vous pouvez également choisir le format. Donc vous avez du 1080p, format 16 neuvième à 60 ou 30 images secondes. Et vous pouvez également basculer en 4K, 16 neuvième à 60 ou 30 images secondes. Donc des vidéos qui sont plutôt de bonne qualité. Néanmoins, quand vous regardez sur un bel écran bien calibré, le rendu est relativement plat, c'est de par la taille du capteur, honnêtement ça manque un peu de dynamique, ça manque un peu de dynamique dans les couleurs, dans les hautes lumières, dans les basses lumières. Il a beaucoup de mal à gérer les transitions entre les hautes lumières et les basses lumières. Si vous avez un ciel qui est surexposé et que vous filmez le pied d'un immeuble où il fait un petit peu plus sombre, c'est assez catastrophique en termes de rendu. Après c'est une caméra qui n'est pas vendue très cher, néanmoins j'aurais aimé un rendu vidéo un petit peu plus professionnel. Vous avez également, comme je l'ai expliqué avant, la possibilité de faire des ralentis, donc ce seront des ralentis qui seront en 1080p 4 fois, donc ça veut dire simplement que ce sera du 120 images secondes. Ça n'est vraiment pas révolutionnaire, vraiment pas impressionnant. Le moindre smartphone
aujourd'hui commercialisé entre 150 et 200 €, fait beaucoup mieux que ce petit DJI Pocket. Néanmoins, ça a le mérite d'exister et peut-être qu'une future mise à jour permettra d'augmenter ou d'améliorer cette prise de vidéo en haute vitesse. Vous avez également la possibilité de faire du timelapse, donc soit timelapse fixe, c'est-à-dire que vous laissez la caméra immobile et que celle-ci prend 25 ou 30 clichés pendant 10 minutes, ou alors vous avez le timelapse en mouvement, et là vous lui donnez un point A et un point B, et elle prendra des photos en balayant toute cette zone pendant une durée déterminée. Ça donne un rendu assez professionnel, assez sympathique de par la stabilisation et le rendu général du timelapse. Et enfin, vous avez un mode panorama automatique de 3 ou 4 photos, donc celui-ci n'est pas aussi abouti que sur le DJI Osmo Mobile 2, où vous aviez la possibilité de faire des photographies un petit peu plus 360 degrés ou avec beaucoup plus d'images. Là, il fait 3 ou 4 images, c'est assez restreint, ça fait un panorama de 180 degrés, mais c'est assez sympathique. Et pour réaliser ce genre de panorama, il suffit de poser l'appareil, il faut impérativement qu'il soit à la verticale, et vous appuyez sur enregistrement. Et voilà, et le panorama est directement réalisé à partir de 4 photos à 180 degrés. C'est assez sympa, ça marche plutôt bien, et effectivement, il y a beaucoup moins de coupures ou de problèmes que quand vous faites un panorama à main levée. Pour ce qui est de la connexion avec les différents smartphones, je vous l'ai expliqué, ça passe directement par ce petit tiroir. Ça fonctionne plutôt bien, ça se monte plutôt bien et ça reste bien en place. Il suffit d'enfoncer les connecteurs, que ce soit USB-C ou Lightning, et vous avez directement à mettre votre smartphone ou votre iPhone sur le côté. Après, comme je l'ai expliqué, le positionnement aligné avec le bâti de la caméra fait que votre écran est vraiment très droit. Du coup, quand vous filmez, en fait, vous n'avez que très peu de visibilité sur votre écran. Il aurait été ingénieux de mettre un petit système de rotule sur ce raccord pour permettre d'orienter légèrement, de quelques degrés même, l'écran de son smartphone. Donc on a vu rapidement ce que ce produit était capable de faire. Par contre, ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il n'y a pas de prise jack. Vous ne pouvez pas raccorder directement un micro externe, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas non plus de filetage pour fixer un trépied. Ça, c'est également une petite aberration sur un produit qui se veut précurseur et axé photographie ou vidéo. Il n'y a pas de mémoire interne, ça je l'ai déjà dit, ça m'a relativement déçu lors du déballage du produit, même si je ne m'attendais pas à avoir 128 Go de mémoire. J'aurais aimé quand même quelques émos au moins pour faire des tests ou les mises à jour, parce que là, si vous n'avez pas de carte micro SD à l'intérieur, vous ne pouvez même pas faire de mise à jour. Et enfin, il n'est pas compatible avec les smartphones en micro USB, et ça c'est vraiment, je trouve, dommage. Il y a encore beaucoup de smartphones et beaucoup de personnes qui utilisent aujourd'hui des smartphones en micro USB et qui sont toujours performants. Je pense notamment au Galaxy S7 et à ce genre de produits qui tournent toujours en micro USB. Là, ils ne sont pas compatibles et je trouve que c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste d'exclure une partie de la population comme ça. En termes d'autonomie, c'est une batterie bien sûr très petite, ça tourne entre 120 et 140 minutes d'autonomie. Alors ça varie bien sûr en fonction de la captation vidéo, de la qualité de la captation, également de la température extérieure ou intérieure lors de la prise de vue. Néanmoins, c'est une utilisation qui est plutôt confortable, le temps de charge est assez rapide, notamment grâce au USB type C. Comme je vous l'ai dit juste avant, en fait, quand vous l'éteignez, il se met directement en place pour se ranger parfaitement dans l'étui. Voilà, et ça c'est plutôt sympa. Alors après, la tension reste active pendant une dizaine de secondes, et ça vous permet de le ranger en toute sécurité sans se demander dans quel sens il se range. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai expliqué en début de session, je suis un petit peu déçu de par le rendu déjà vidéo et photographique du produit. Après, c'est lié directement, intrinsèquement à son développement. C'est une petite nacelle, du coup il intègre un petit capteur. Donc ce qui dit petit capteur dit petit photosite. Ça nous donne des images peu dynamiques avec de grosses difficultés en gestion des hautes lumières, des basses lumières, une dynamique des couleurs relativement absente et plate. Donc honnêtement, je ne suis vraiment pas bluffé par le rendu caméra. Un smartphone de haute qualité fera beaucoup mieux. Je suis également déçu en termes de stockage, qu'il n'y ait absolument pas de mémoire interne, qu'il n'y ait pas non plus de connexion pour mettre un micro extérieur d'origine, il faut absolument passer par la case accessoires. Et au vu des prix pratiqués par DJI sur ce secteur, on sent qu'ils vont vraiment s'en mettre plein les poches, et je trouve ça un peu dommage pour un produit qui se veut principalement à destination des jeunes qui n'ont pas forcément un maximum de budget pour investir là-dedans. L'impossibilité également de mettre un trépied directement à la sortie de la boîte, c'est encore une petite aberration dans un monde de vidéo. Alors bien sûr, la stabilisation 3 axes de la nacelle permet de parer la plupart des problèmes de stabilisation. Néanmoins, ça aurait été pas forcément très cher en termes de développement d'insérer un petit insert pour y fixer un trépied. Bien sûr, le produit est bluffant de par son dimensionnement, la stabilisation de la nacelle fonctionne vraiment très bien, que vous montiez, descendiez des escaliers, que vous fassiez une marche
Que vous fassiez une marche rapide, lente, que vous passiez par-dessus ou pas une clôture, etc. La stabilisation est vraiment bluffante, elle fonctionne très bien dans toutes les situations, c'est vraiment agréable. Donc voilà pour cette présentation rapide, n'hésitez pas bien sûr à me poser vos questions si vous en avez, j'y répondrai très rapidement, n'hésitez pas à vous abonner à la page également, il y aura d'autres tests, d'autres vidéos bien sûr qui vont arriver. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, à bientôt.